Bonjour et bienvenue à cette 62e édition de Easy Weekend Projects. Aujourd'hui, on joue dans le tas de récup. On va se fabriquer un onduleur à partir de vieilles composantes. On va passer de la théorie à la pratique pour faire changement. Tout d'abord, dans le tas de récup, j'avais une ancienne alimentation, un petit power supply de 12 volts là, régulé de 4 à 6 ampères. Il ne fonctionnait plus, on l'avait gardé quand même. Des fois, le boîtier, c'est pratique, les composantes, le transformateur. On va tout réutiliser ça aujourd'hui. Comme on peut le voir ici, j'ai dessiné une marque là, pour me faire un trou à travers le boîtier, la devanture, bien entendu, pour pouvoir y insérer ici mon module PWM. Ce PWM, ça c'est un générateur de pulse qu'à ce temps j'utilise tout le temps parce que c'est ben trop pratique, ça vaut pas la peine de se casser la tête en faire un avec un 555. Ça c'est plus précis, ça a un beau petit boîtier, ça a un affichage numérique, en plus ça garde en mémoire les derniers réglages qu'on avait fait même s'il n'est plus alimenté. Donc très pratique. Au niveau de ses fonctionnalités, bon, il travaille sur une tension d'entrée de 3.3 à 30 volts DC bien entendu. Il y a une gamme de fréquences qui varie de 1 Hz à 150 kHz. Sa précision est d'environ 2%, ce qui est quand même très bien pour un appareil qu'on écoute. On pogne ça sur le web là, pour une dizaine de piastres. Ça ne vaut pas la peine de se crosser la tête à en faire un avec un 555, sauf si on veut apprendre à en faire, là, comme au début on faisait. Bon, la capacité du signal, le courant de sortie, il peut être environ 5 à 30 mA, tout dépendant de la fréquence qu'on opère, puis la tension d'entrée, bien entendu. Tant qu'à l'amplitude de sortie, elle dépend principalement de notre tension d'entrée. Donc, si on alimente en 12 volts, on va avoir des pulses positives de 12 volts. Si on alimente en 15 volts, on va avoir des pulses de 15 volts. Donc, ça suit la tension d'entrée. On avait déjà présenté dans une autre vidéo dans le passé là, comment fabriquer un mini onduleur. Là. Puis, dans le fond, on reprend ce schéma parce qu'il est tellement simple. Ici, j'utilise 3 MOSFET. J'aurais pu utiliser 2 MOSFET pour driver le transformateur, puis un petit transistor bien ordinaire, là, un tout usage de type NPN, là, genre BC545. Mais, étant donné que les transistors MOSFET IRFP 260N, c'est pas ce qui manque, puis c'est pas dur à trouver, puis ça coûte pas cher, puis j'en ai plein ici, fait que j'utilise 3 pareils. De 1, par rapport à la présentation, qui va être plus facile à montrer, puis pour montrer aussi qu'un transistor MOSFET en mode commutation, comme un transistor NPN en mode commutation, ça fonctionne exactement de la même façon. On utilise 3 résistances de 100 ohms, que ce soit des corps de watt, demi-watt, peu importe. On ajoute aussi une résistance de 300 ohms. J'avais estimé 1 watt, c'était en masse, là, mais étant donné que j'en avais pas d'un watt, j'avais juste une 5 watts. Fait que dans le montage qu'on va voir plus tard, c'est une 5 watts qu'on va voir. On a une alimentation de 12 volts DC. Un transformateur avec une entrée primaire de 117 volts avec 2 sorties secondaires de 12 volts, avec un centre-tape à 0 volts bien entendu. C'est le transformateur dans le fond qu'on récupère dans n'importe quel appareil de 12 volts. Là. Fait que... Puis une ampoule ici, là, pour ce schéma, on avait montré une ampoule de 60 watts à 115 volts, montrer comment ça fonctionnait. Notre PWM, bien entendu, c'est notre générateur de petits modules qu'on vient de voir. On va essayer d'avoir une configuration à peu près semblable à ça pour pouvoir intégrer tout ça dans le boîtier. Donc, on va avoir notre connecteur pour brancher la batterie, nos 3 MOSFET, nos 4 résistances, notre transformateur, notre PWM et bien entendu un réceptacle pour pouvoir brancher les ampoules. Ici, on a une liste des composantes. Bon, il y a Q1 à Q2. Oups, c'est une petite faute, là. On aurait dû voir Q3. Bon, c'est des IRFP 260N. N'importe quel MOSFET de type N aurait pu faire aussi, par exemple, IRF 540, là, qui est aussi très populaire. Des résistances R1, R3 et R4, c'est des résistances de 100 ohms. Ça peut être des corps de watt et demi-watt. Puis la R2, qui est une 300 ohms. Je suggère 1 watt, si bien en masse si vous en avez, sinon 2 watts, une 5 watts, ça va faire pareil la même affaire. Tant qu'au transformateur, 2 fois 12 volts, et une entrée primaire de 117 volts. Bien entendu, le transformateur ici, c'est un transformateur abaisseur de tension. Donc, notre primaire est de 117 volts et on abaisse à 12 volts, 2 fois 12 volts à la sortie. Ce qu'on fait dans un onduleur, c'est qu'on l'inverse. Fait que le primaire devient le secondaire et le secondaire devient le primaire.
Donc ici, notre primaire, ça va être nos entrées 12 volts et notre secondaire va être notre sortie de 117 volts. Si on parlait en Europe, par exemple, un transformateur de 230 volts, ben, on lirait plutôt 230 volts à la place. Notre oscillateur, notre PWM, il serait réglé à 50 Hz plutôt que 60. Mais l'important, c'est que le cycle de service, le Duty Cycle, soit réglé à 50%. Il faut que les plus soient égales de chaque côté. Bon, ici, on est dans notre simulateur. J'ai déjà mis en place les composantes. Si on voit ici le petit carré en vert, là, ça représente mon boîtier métallique là, qui servait à l'ancien bloc d'alimentation 12 volts régulé. On a notre batterie 12 volts, notre connecteur pour brancher la batterie 12 volts, nos MOSFET, nos 4 résistances, notre PWM, un interrupteur en off et un support de fusible là, de 6 ampères, disons. Là. C'est bien assez. Donc, on a toutes les mêmes composantes qu'on va retrouver dans notre boîtier. Commençons par faire nos branchements. On va partir de notre connecteur. On va aller se brancher à la masse du boîtier. Oups. Ça ici, c'est un ground de boîte parce que notre boîte est négative. Elle va être à la masse. Bien entendu, tous nos MOSFET vont être reliés ensemble au niveau de la source. Et on fait un petit job. On relie la source de chacun des MOSFET au ground. Bon, comment je les ai, il tout croche. Je n'aime pas ça, les petits fils tout croche. Et voilà. On va aussi relier le négatif de notre PWM au niveau de son alimentation qui va être la même sur notre batterie 12 volts directement, ainsi que son ground. Tiens, on va le mettre ici. Ça, c'est le ground de sortie du PWM. Et là, c'était notre ground d'alimentation, notre entrée d'alimentation. On va se faire tout de suite notre centre-tape qui va venir se relier directement au fusible. On va brancher l'autre côté du fusible à notre interrupteur. Donc au centre de notre interrupteur ici, il va aller se brancher directement à la batterie. Et bien entendu, notre V-in positif, notre 12 volts positif, qui va venir se relier directement à notre PWM. Ainsi, là, aussitôt qu'on va brancher notre batterie, notre PWM va s'activer automatiquement sans passer par l'interrupteur parce qu'il est branché avant l'interrupteur. Par contre, l'autre bord de l'interrupteur, c'est lui qui va alimenter notre transformateur. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour s'assurer qu'on a réglé correctement notre générateur de pulse à 50 ou 60 Hz avec un Duty Cycle de 50%. Bon. On peut brancher tout de suite notre négatif à la batterie, ça va être fait. On ne mettra pas le positif tout de suite. Hop, je pense que je l'ai échappé. Voilà. On va mettre notre positif en dernier. Ici en haut, j'ai mis 6 ampoules. Ça représente des ampoules LED de 60 watts. Donc, ils consomment environ 8 watts chacune, mais il est clair pour 60 watts. Ça peut être aussi des ampoules LED à filament Cobb, de type Cobb. Eux autres, je recommanderais peut-être de mettre entre
la sortie du transformateur et les ampoules comme un filtre EMI, comme ceux qu'on retrouve dans les blocs d'alimentation. Pour montrer quelques modèles de filtres EMI qu'on rencontre souvent dans les blocs d'alimentation ATX, par exemple, dans les power supply d'ordinateur, de télévision, d'à peu près toute alimentation à découpage, dans le fond. Faites une recherche filtre EMI sur le Google, puis vous allez en voir des masses. Puis ça se représente schématiquement toujours à peu près de la même façon. À l'exception que on a notre entrée de courant qui vient du secteur et ensuite il s'en va alimenter notre alimentation. Mais dans le cas d'un ondulateur, c'est l'inverse qu'on fait dans le fond. Fait que de toute façon, qu'il soit branché d'un bord ou de l'autre, ce type de filtre-là va faire exactement la même chose. On va poursuivre nos branchements. Bon, on va brancher nos deux MOSFET, le Q1 et Q2. On va prendre le drain. On va l'amener directement un côté du transformateur. Le drain de Q2. On va faire pareil avec le drain de Q1. Chaque gate de chaque MOSFET a une résistance de 100 ohms. Un quart de watt ou un demi-watt, comme j'ai dit tantôt, ça n'a pas d'importance. Bon. Ici, on va relier nos deux résistances R1 et R3 ensemble. Parce que notre générateur de pulses, lui, il va envoyer ses pulses directement à ces deux résistances-là. Donc, Q1 et Q3 vont être en commutation en même temps. Quant à Q2, sa gate, elle va passer à travers la résistance de 100 ohms. Une résistance de... Oups, on va dire OK. Une résistance ici. On va tasser un petit peu, là. Si je peux. OK. Notre résistance de 300 ohms, elle s'en vient s'alimenter à la même place que notre V-in de notre PWM, c'est-à-dire directement à la batterie. Si je rappelle, notre 12 volts d'entrée, il s'en vient directement au commutateur. Le commutateur vient alimenter le PWM. L'autre côté du commutateur, côté interrupteur, il passe par la fusible. Ensuite, la fusible s'en vient au centre-table du transformateur. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est de dire, parce que branché comme ça, Q2 serait en commutation, il serait passant tout le temps, parce qu'il est alimenté par R2 et R4 à l'heure actuelle. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on prend le drain de Q3 et on vient l'interrompre ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Q1 reçoit la pulse et Q3, le côté gauche du transformateur, de la bobine du transformateur, est alimenté. Nos deux transistors sont passants. Durant qu'il est passant, il vient aussi alimenter Q2. Q2, lui, devient non passant. Donc, c'est un transistor intermédiaire entre les deux. C'est ce qui fait qu'à chaque cycle, il va y avoir une alternance entre Q1 et Q2. C'est ce qui va faire notre courant alternatif à la sortie de notre transformateur. Fait que là, nos composantes sont branchées. Il nous reste à brancher nos ampoules. On va prendre L0. On va mettre L0 en commun avec chacune de nos ampoules. On va y aller comme ça. Ça, c'est notre courant AC à la sortie du transformateur. Donc, on s'en va brancher nos ampoules. Chaque ampoule est munie d'un interrupteur. On imagine, par exemple, qu'on met
On a 6 pièces dans la maison. On veut éclairer 6 pièces en cas de panne électrique. On n'est pas obligé d'allumer toutes les 6 ampoules. On les allume au besoin. Donc, un interrupteur par ampoule. Ensuite, L1, qui est notre ligne, va aller se brancher à chacun des interrupteurs. Là, je pense qu'on va arriver quasiment dans le décor. Là. On va la baisser comme ça ici. Chaque interrupteur va venir se brancher à L1. J'ai pas prévu beaucoup d'espace là, mais c'est pas grave, on va en mettre un bout de pareil. Tiens, on va passer ça de même ici, tiens, comme ça. Voilà, nos ampoules avec nos interrupteurs sont branchés. Personnellement, je les contrôle grâce au clavier. Donc, la touche 1, la touche 2, la touche 3, la touche 4, 5, 6. Je peux contrôler à l'aide du clavier n'importe quelle des ampoules. On va laisser la 1 branchée. Tout ce qui nous reste à faire, dans le fond, c'est brancher notre batterie pour avoir du jus. Bien entendu. On va se connecter à la batterie. Je pense que mon fil, là, oui, OK. Fait qu'on a notre positif. Tous nos branchements semblent bien OK. On vérifie toujours 2-3 fois avant, mais de toute façon, là, c'est un simulateur. C'est moins grave un peu, là. Si on fait une erreur, on va le savoir, ça sort pas long. Donc, on est prêt à allumer notre simulateur. Et voilà, notre ampoule s'allume. Ici, à L0 et L1, à la sortie de notre transformateur, j'ai installé un multimètre qui nous donne la lecture du voltage de sortie. Actuellement, on a 119,72. On devrait avoir 120, mais là, on tire un petit peu. On va fermer notre premier interrupteur. Donc, on est à 119,99. On peut s'entendre que c'est 120 volts, là. Bon. On allume notre ampoule. On va allumer les autres. À chaque fois, on a une petite chute de tension, bien entendu, parce que une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a beau avoir une batterie de 200 ampères, on a un transformateur ici de 5 ampères. Donc, 12 volts, 5 ampères, ça nous donne 60 watts maximum. Allez pas brancher le frigidaire là-dessus, ça ne marchera jamais. C'est fait pour les ampoules à LED pour être économique. Puis, ça ne consomme pas beaucoup d'ampérage sur la batterie, donc un panneau solaire peut nous fournir l'électricité gratuitement dans la maison, en tout temps, à l'aide d'une batterie qui se recharge directement avec le panneau solaire. On continue avec l'ampoule numéro 4, l'ampoule numéro 5 et l'ampoule numéro 6. On va aller voir la puissance dégagée par notre ampoule. On va essayer de zoomer ça un petit peu, là. Bon, ça, on peut grossir ça sûrement, fonte. On va mettre 14 gras, appliqué. On va y voir clair au moins. Donc, comme on peut voir, c'est une ampoule elle a été configurée. C'est entendu qu'on voit en image comme ça, on voit une ampoule à filament, mais elle a été configurée comme une ampoule OLED de 60 watts. Une ampoule OLED de 60 watts consomme 8 watts. Donc, on va fermer nos autres interrupteurs. 6, 5, 4, 3, 2. Donc, on pousse actuellement 9 watts à notre ampoule. C'est un petit peu correct, hein? Donc, on a actuellement 119 volts à notre ampoule. Ici, j'ai un scope qui est branché aussi à la sortie du transformateur S0 et L1, notre ligne 0 et notre ligne 1, qui nous donne notre tension alternative de 120 volts. Donc, c'est généré par nos deux MOSFET. Chacun leur tour, la bobine envoie une tension, inverse la tension au niveau du primaire, c'est-à-dire là, maintenant, c'est rendu le secondaire, notre sortie du transformateur. Ici, on a un autre scope. Lui, il suit l'action du en bleu, ici en bas, c'est les pulses du PWM. 60 pulses de 50%. Donc, on a 50% on, 50% off. 50% on, 50% off.
durant que Q1 est à on, à cause de Q3, Q2, lui, est à off. Quand Q1 tombe à off, Q3 aussi tombe à off, Q2 tombe à on. Donc, alternativement, chaque côté du transformateur est alimenté. Tant qu'au centre, c'est notre alimentation de 12 volts. Donc, on a 12 volts tout le temps au centre, mais il est communiqué avec le négatif, le ground, par nos MOSFET, comme des interrupteurs. C'est comme si on allumait pour l'éteindre les switches alternativement, une après l'autre. Ça fait exactement ça. Nos 3 transistors MOSFET sont en mode commutation. On a déjà vu ça dans une présentation, fait qu'on ne s'étirera pas trop là-dessus. Maintenant qu'on voit que ça fonctionne, on va essayer de le faire en réalité pour voir si la théorie colle avec la pratique. On passe à la deuxième partie dans quelques instants. Après avoir torsadé 4 bouts de fil, dont 2 noirs, 1 rouge et 1 bleu, et l'avoir dénudé à une extrémité, j'ai formé des petites boucles pour permettre un meilleur contact avec nos connecteurs du PWM. Ça va être notre torsade de fil qui va alimenter le PWM et qui va nous fournir les pulses. Maintenant, on va brancher notre torsade de fil au module PWM. Ici, on a notre module PWM dans le générateur de pulses. On peut en ajuster la fréquence et le cycle de service. Derrière, on a un connecteur à 4 bornes, dont 2 servent au signal PWM et les 2 autres pour l'alimentation. On va prendre notre torsade de fil. J'en sors le fil bleu. Le fil bleu est destiné à emmener les pulses à nos MOSFET. Donc, je relie le fil bleu à la sortie PWM. Je prends un des 2 fils noirs. Peu importe lequel, les 2 vont être au commun. Donc, la première paire noir et bleu, c'est notre signal de sortie. Attention à la polarité. Ça, c'est l'entrée de voltage qui sert à alimenter le module. Donc, ça va être ici, ça va être notre 12 volts. On commence par le négatif. Et le fil rouge qui va être le positif, notre 12 volts positif, en provenance directement de la batterie. Ces connecteurs sont très pratiques, ils font un bon contact. Ça fait une bonne job. Voilà ce que ça nous donne. Donc, notre première paire de fils, noir et rouge, sert à alimenter le module. Et la seconde paire, noir et bleu, c'est notre signal de sortie du PWM. On va maintenant procéder à l'installation du module PWM sur la devanture de notre boîtier métallique. Comme on peut voir, j'ai déjà installé les MOSFET. En commençant par passer notre torsade de fil, on va y insérer dans l'orifice qui a été percé exprès pour le module. On s'assure qu'il n'y ait pas de fil de coincé entre le boîtier métallique et le module, bien entendu. Les clips
de chaque côté du module permettent une fixation solide. Maintenant, notre module est installé. On passe à la prochaine étape. Comme on peut constater, chaque MOSFET est fixé au fond du boîtier métallique qui va servir en plus de support de dissipateur de chaleur. Chaque MOSFET a un isolant thermique et électrique entre le boîtier métallique et le MOSFET pour assurer une isolation électrique, mais aussi un transfert thermique. Au cours de cette étape, on va procéder à l'installation du transformateur. On va tasser le boîtier. Bon, on va utiliser un transformateur 12 volts. Ça, c'est notre primaire et le côté secondaire. Comme on peut voir, on a deux sorties de 12 volts de chaque côté, une de chaque côté, avec un centre relié par le milieu qu'on appelle center tap. Un côté de la bobine, on a 12 volts, 0 au centre et 12 volts sur l'autre bobine. Tant qu'au primaire, 117 volts. Ça pourrait être 240, tout dépendant si on est en Europe ou en Amérique. On va y remettre son support en place, de préférence du bon côté, par exemple. On va inverser ça. Ça, c'est notre support de fixation. On va mettre les fils côté secondaire face à nous et le primaire derrière. On va placer le transformateur dans sa boîte dans le bon sens. Comme on peut voir, on met les 12 volts du côté des MOSFET. Il reste bien qu'à le visser. On va utiliser 4 vis à métal. Donc on va utiliser ces 4 bonnes vis pour bien fixer notre transformateur. Et voilà qui est fait. Notre transformateur ne bougera pas là-dedans. On est pratiquement prêt à faire nos branchements internes. On va maintenant brancher les deux entrées du transfo sur chacun des drains de Q1 et Q3. On va faire pareil avec le drain de Q2. C'est-à-dire qu'on va y faire un petit œillet. On va chercher à y coincer le fil dedans pour pouvoir y souder au connecteur.
On peut peut-être mieux le voir comme ça. Et on va le souder là. On va souder ça là. Une fois soudé, on va y remettre l'isolant par-dessus. On va s'arranger pour que ça prenne moins de place un peu. Voilà. Ainsi, chaque côté du primaire est relié à un drain de chacun des deux MOSFET Q1 et Q2. Maintenant, le centre-tape, lui, ça va être connecté directement à notre batterie, notre source d'alimentation de 12 volts positif. Mais avant d'y arriver, on va installer nos résistances sur nos gates. Mais encore là, avant de faire nos résistances, on va faire notre ground. Je vais l'indiquer ici là, pour être plus clair. Donc ici, on a la source et la source. Les trois vont être au commun avec le négatif de la batterie. Et aussi les deux négatifs qui viennent de notre fil qui va alimenter notre générateur de pulse. On y reviendra un petit peu plus tard. Comme ça, on n'aura pas besoin de board. Notre centre-tape va aller se connecter à notre fusible. On a ici un fusible de 6 ampères. Donc on va venir le relier directement. Donc on voit bien. On voit pas très bien, c'est pas clair. La caméra a de la misère à faire son zoom, on dirait bien. Bon, en tout cas, on sait que le centre-tape, il s'en vient à notre fusible. On va tout de suite le souder là. Oh, c'est chaud un peu. Voilà. Puis, l'autre côté de notre fusible, là, on voit ici d'un bord, deux bouts de notre centre-tape qui s'en vient à un côté du fusible. Hop, on va parler de la caméra. Et ici, l'autre côté du fusible va passer par notre interrupteur. Il va nous permettre de pouvoir alimenter le transformateur seulement quand on va avoir fait le réglage de notre PWM à 60 Hz, 50 cycles par seconde. On va utiliser un bloc terminal pour notre ground qu'on va visser directement au boîtier.
Donc, on va avoir notre ground au boîtier. Ainsi, notre négatif. On va essayer de se mettre un petit peu plus d'éclairage, pas évident. C'est pas très bien éclairé ici là pour ça. Donc on a notre bloc terminal négatif. Notre négatif de batterie va rentrer d'un côté et il va se relier aux sources de nos 3 MOSFET et aux 2 négatifs de notre générateur de pulse. Donc pour faire un ground, on va se prendre un fil de cuivre qu'on va récupérer dans un bout de fil électrique. Très facile à trouver. Ça va être plus que suffisant. Donc on a ici un bon bout de fil de cuivre. On va estimer la longueur qu'on a besoin. On va préparer nos pliages. Je le couperai au besoin quand je vais avoir terminé avec. On va le passer sous les gates parce qu'il va se connecter directement aux sources. On va rentrer dans son trou tout de suite, ça va être fait. Hein? Ça c'est bien. On va juste y en enlever un petit peu. Comme c'est notre commun, on n'a pas vraiment besoin de l'isoler. S'il touche au fond, au métal, il fait déjà partie du ground. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais replier les pattes par-dessus. Comme ça, on nous a resté d'en faire. Chacun sa méthode, bien entendu. Donc là, si on regarde bien, on va essayer de trouver un zoom qui a de l'allure. Donc là, ici, on voit la source de chacun des MOSFET qui est relié au ground. On va souder tout de suite nos sources au ground. S'assurer d'une bonne soudure parce que c'est les autres qui vont pousser le plus d'ampérage. OK. Maintenant, on peut voir que nos grounds sont connectés aux sources de chacun des MOSFET. Je vais maintenant aller sur mon connecteur. L'éclairage est vraiment pas terrible. Peut-être comme ça ici on le voit assez bien. Fait que là j'ai mon connecteur commun. Fait que là je vais serrer mon ground pour assurer un bon contact. Voilà, notre ground est connecté.
sortir de notre couette de fil les deux négatifs qui viennent de notre générateur de puces. On va se laisser un petit bout de fil. On va dénuder les fils. On n'en regardera pas trop, on va se faire une loupe. Ça va devenir un peu comme notre terminal, on va passer le fil dedans. Et il va rester juste à le souder. Voilà. Si on regarde bien. Pas évident de trouver le bon éclairage là. Je vais essayer de remédier à ça, ça n'a pas de bon sens. Après quelques petits réglages, je pense qu'on va voir un petit peu mieux ce qu'on en est. Donc ici on a nos deux négatifs qui viennent de notre générateur PWM qui s'en vient se connecter à notre ground, qui vient se rejoindre à chacune des sources de chacun des MOSFET. Et qui s'en vient ensuite vers notre point de contact qui va être le négatif de notre batterie. Il va nous rester à installer nos résistances de 100 ohms. On a 4 résistances, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 résistances de 100 ohms et une de 330 ohms, 5 watts. On va préparer nos résistances. On a 3 MOSFET, donc 3 grilles. Chacune des grilles va avoir une résistance de 100 ohms. On va connecter à chacune des gates, de chacun des MOSFET. Donc, comme on peut le voir ici, chacune des grilles a sa résistance de 100 ohms reliée en série avec. On va souder. Nos 3 résistances sont soudées aux grilles des MOSFET. Des résistances de 100 ohms, je le rappelle. Comme on peut le voir ici, j'ai relié les 2 résistances de 100 ohms de chacune des gates de Q1 et Q3. La gate de Q3 passe par la résistance de 100 ohms, la gate de Q1 aussi. Et les deux se rejoignent ici. C'est ici qu'on envoie notre pulse du PWM. Donc notre fil bleu du PWM va nous envoyer des pulses au gate de ces 2 transistors-là. On va souder ça, on entend le dire. Et voilà qui est fait. Notre fil rouge, lui, va aller au positif ou 12 volts pour alimenter notre générateur de pulse. Maintenant, comme on peut le voir ici, j'ai relié la résistance en provenance de la grille de Q2. Elle s'en va se connecter directement au drain de Q3 et
à une résistance de 330 ohms 5 watts qu'on va souder immédiatement. On a eu un petit léger problème de caméra, mais c'est pas grave, ça nous a laissé le temps de souder notre résistance de 5 watts. On va prendre ça. Résistance de 5 watts qui va venir alimenter en 12 volts le drain et la gate de notre Q2. C'est le même 12 volts positif qui va venir alimenter en permanence notre PWM. Donc, le PWM va être connecté directement à cette résistance aussi, comme le positif de notre 12 volts. Maintenant, on va relier notre fil positif de notre PWM à la résistance. On va souder ça là. On découvre l'excédent. Et notre positif va venir se brancher directement à la source de l'alimentation en passant avant l'interrupteur. On va venir le brancher sur notre switch. Pas beaucoup de place à travailler, c'est un petit peu le problème. C'est pas grave, on va en venir à bout de ferraille. Avec un peu de patience, on vient à bout de tout. Voilà. Il nous reste plus rien qu'à amener nos deux fils d'alimentation de 12 volts qui viennent de notre source 12 volts. En attendant, on va utiliser un bloc d'alimentation pour faire des tests. On va prendre un bloc de 12 volts 5 ampères. Notre plus 12 volts s'en vient à notre interrupteur. Ce qui veut dire automatiquement que la batterie va être branchée. Le PWM va être en fonction. Bon. Et relié à la résistance de 330 ohms, le positif de notre générateur. C'est notre générateur de puce. L'autre positif à l'intersection du positif de la batterie. Actuellement, on va faire un test avec un bloc d'alimentation de 12 volts 5 ampères. Je fais toujours des tests comme ça avant de passer à une batterie avec beaucoup plus d'ampérage. Donc, on est prêt à faire une simulation. On va voir ce que ça va dire. On va brancher notre alimentation. Je vais juste m'assurer que mon interrupteur est bien fermé à l'heure actuelle avant de partir la patente. Comme ça, on devrait être à on, off. OK. Donc, on va se brancher. On peut voir notre display qui s'est affiché. On va essayer d'attendre que le zoom se place. On va régler notre fréquence à 60 Hz. Un dirty cycle de 50%. Bon, ici, à la sortie du primaire, on va se reculer un peu. On va
essayer d'empêcher la caméra de trop souligner. À la sortie du primaire, j'ai connecté un réceptacle pour pouvoir mettre une douille avec une ampoule de 40 watts. On va faire les tests. On voit ici qu'on est à 60 Hz. Un dirty cycle de 50%. On allume. Et voilà nos ampoules qui éclairent. Oh, les fils sont touchés. Essayons d'autres choses. Donc, on veut voir un peu. Je pense que l'appareil photo va nous donner de meilleurs résultats que cette caméra. On va essayer de faire le zoom. Donc, on a Q1. La guide de Q1 et Q3 sont reliés ensemble et reçoivent le générateur de pulses qui vient du fil bleu. Ça, c'est le signal des pulses de 60 Hz à 50 de dirty cycle, de sigle service. Le drain de chacun Q1 et Q2 est relié de chaque côté du transformateur, tandis que le centre-étape est relié directement au 12 volts. Q3 sert d'intermédiaire, c'est lui qui va interrompre l'alimentation de Q2 pour nous donner une tension alternative. Oui. D'accord, là maintenant, j'ai fait un setup, une espèce de petite mise en scène pour pouvoir quand même démontrer que pas juste qu'une lumière allume, mais qu'elle allume avec la tension qu'elle a besoin. Bien entendu, on parle d'un système de bas wattage. Normalement, avec un transformateur de 5 ampères, là, on va aller chercher 5 x 12, 60 watts, pas mal d'un max. Mais l'idée, c'est de pouvoir alimenter des ampoules OLED ou des ampoules Cobb à LED à filament Cobb ou les ampoules LED, tout simplement les ampoules LED standard, avec une consommation beaucoup moindre par rapport à une ampoule incandescente comme on a ici. Ici, actuellement, j'ai une ampoule de 40 watts. Fonctionne sur 120 volts, bien entendu. Si j'allume mon alimentation, on peut voir que la sortie de mon onduleur me donne 126 volts AC. 126.3 pour être précis. Si je branche l'ampoule de 40 watts, on peut voir une chute de tension à 112.7 volts. Donc, on a quand même une bonne diminution de tension. Pour le même type d'éclairage, même un peu plus, parce qu'une ampoule Cobb ici, qui consomme 8 watts, va dissiper l'équivalent d'une ampoule incandescente de 60 watts, mais ne consomme que très peu, à peine 1 volt. Donc, on peut mettre plusieurs ampoules. Je dois être mal vissé. J'ai un petit problème avec mon socket. Fait qu'on peut mettre plusieurs ampoules de 60 watts comme ça qui vont nous donner un éclairage à la maison avec une faible consommation en ampérage par rapport à notre source d'alimentation. C'est l'aspect intéressant de ce mini onduleur, en plus qui coûte pratiquement rien parce que c'est tout fait avec de la récup, actuellement à 125.6. Si j'enlève complètement l'ampoule, on tombe à 126.3, donc on a une chute de 1 volt. Donc on aurait une chute de 1 volt par ampoule, tandis qu'une seule ampoule incandescente de 40 watts, si je peux finir par l'aligner, va nous faire une chute jusqu'à 112.7 volts. Si on fait le calcul, 126 moins 112, on voit tout de suite la différence qu'une seule ampoule consomme énormément beaucoup plus qu'une ampoule à filament de type Cobb.
J'ai pas encore expérimenté avec les ampoules, les nouvelles ampoules à LED qui sont encore plus efficaces et moins énergivores, mais c'est à faire. Puis au pire, allez, vous pouvez aussi tenter l'expérience de votre côté. Poursuivons avec cette présentation. On va fermer notre alimentation. Non, avant, on va jouer un petit peu sur la fréquence. Ça, c'est le dotty cycle. Il faut le garder à 50%. Si j'augmente la fréquence, je diminue la tension. Si je diminue la fréquence, autour de, mettons, dans les 50 Hz, je suis pas mal dans les mêmes choses que 60. Il n'y a pas une grosse différence. Une faible différence. Bien entendu, si j'augmente au-delà de 100 Hz, là, c'est plus un ondulateur, on va avoir, ça va être une forte induction. Le transfo va rouger, il va boucaner, oubliez ça, c'est pas fait. Les anciens transfos comme ça, c'est pas fait pour réagir à des fréquences élevées. C'est pour ça qu'on va prendre plutôt des transfos d'alimentation et découpage, que le métal est fait en ferrite, en poudre de ferrite. On en parlera peut-être un jour. Pour l'instant, revenons au schéma de cette application-là. Très simple. Très peu de composantes. Même pas besoin de boîte pour le fabriquer. On fait ça avec toutes des pièces de récupération qu'on ramasse ici et là. Moi, ici même, là, j'ai rajouté un filtre EMI pour aider quand même à l'ampoule de Cobb. Parce que ça, c'est sensible un petit peu au type de tension. On a des filtres EMI qu'on peut récupérer dans un vieux bloc d'alimentation d'ordinateur ou même dans des vieilles TV. C'est sûr, bon, on ne fera pas fonctionner le frigidaire avec ça. Là, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment, je dirais, entre 50 et 60 watts max. Là. Si on veut aller plus haut, bon, on va prendre un transformateur qui est capable d'en prendre beaucoup plus. Là. Ça, c'est un transformateur de 5 ampères à 12 volts. Donc 5 x 12, 60 watts. 60 watts, ça, c'est l'opération maximum. Ça veut dire que si on le laisse fonctionner des heures, ben, il va finir par devenir chaud parce qu'il va tout le temps fonctionner à son maximum. On arrive à éclairer plusieurs pièces avec plusieurs ampoules, avec juste une seule source, une seule batterie qui consomme très peu. Ça, c'est bien pratique en cas de panne d'électricité. OK. Là, j'ai fait un petit peu de ménage. Notre ondulateur est pratiquement prêt. Il reste à modifier le fil d'alimentation qui va aller se brancher à la batterie, mettre des pinces dessus, peu importe, là. Puis installer peut-être des réceptacles pour brancher des extensions, mettons, à l'arrière de notre ondulateur. En attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux réceptacles 120 volts doubles, que j'ai branchés en parallèle. Faut se rappeler d'une chose, c'est que ce transformateur-là, c'est un transformateur de 12 volts 5 ampères. Donc, son maximum égale 60 watts. Ça, c'est le maximum. Tu auras beau mettre une batterie de 200 ampères, tu ne pourras pas aller plus que 60 watts. Puis, je te recommanderais 50, pas plus, pour ne pas le faire sous-chauffer. Si tu as une batterie de 100, 200, 500 ampères, la seule chose que ça peut te donner, c'est que tu vas avoir une autonomie beaucoup plus longue que juste une ici, comme là, on a une 12 volts 7 ampères heure. Pendant une heure 7 ampères, c'est bien certain que la batterie va être à plat. Donc, on a une autonomie plus limitée qu'une batterie de haut ampérage. Ceci dit, on part de notre transformateur, notre sortie de tension, qui s'en vient ici, là, j'ai rajouté un filtre EMI que j'ai récupéré d'un vieux power supply d'ordinateur. On peut trouver ça aussi dans les vieilles TV, LCD, LED, peu importe. Là. On retrouve ça dans à peu près la plupart des alimentations à découpage. Filtre EMI. C'est facultatif, c'est vraiment pas obligatoire. Par contre, pour les ampoules à LED, des filaments type Cobb, pour les ampoules de ce type-là, des filaments Cobb, c'est préférable d'avoir, ça réagit mieux, d'avoir un filtre EMI. Pour les ampoules incandescentes, ça ne fait aucune différence. Mais les ampoules incandescentes ne nous intéressent pas parce qu'ils consomment trop d'énergie. Par exemple, une ampoule ici, j'ai une ampoule de 40 watts, 120 volts. Elle consomme 40 watts, elle éclaire à 40 watts. Ici, j'ai une ampoule Cobb, elle éclaire 60 watts, par contre, elle consomme 8 watts. Donc, on voit tout de suite la différence du nombre d'ampoules qu'on peut ajouter dans des pièces différentes pour éclairer plus grand dans la maison avec la même consommation que elle. Donc, faisons un test. Actuellement, on va allumer notre onduleur. Là, comme on peut voir,
notre display est allumé de notre générateur de pulse, donc ça veut dire que la batterie est branchée. J'allume. Ici, j'ai mon voltmètre qui est réglé à tension alternative. On a une tension de 124,5 volts sans aucune charge. Si je mets une ampoule incandescente de 40 watts, on va avoir une chute d'environ 15 volts. On tombe à 110,6, presque 14-15 volts. Hein? On s'entend-tu que si je mets deux ampoules de même, on vient de tomber en bas des 100 volts. Là. Donc, pas intéressant. Pas intéressant, ça consomme trop, ça vient chaud en plus. Tu ne laisses pas s'allumer longtemps, tu te brûles les doigts. Bon. Si je prends par contre une ampoule à LED, à filament cob qu'on appelle, je vais avoir un éclairage de 60 watts, chaud, un blanc chaud, ce que j'adore aussi dans une pièce. Oh, j'ai des petits problèmes de socket de lumière parce que j'ai acheté ça chez BMR, ce socket-là. J'aurais dû le prendre de Loramo. C'est la même cochonnerie, j'aurais payé 2 piastres de moins. Bon. Comme on peut voir, on est tombé à 124 volts. Si je la débranche, on monte à 124,6. 0,7. 0,6,7, hein? Fait qu'on consomme même pas un volt. Bon, maudit socket en marde. Fait que c'est avantageux d'avoir plusieurs ampoules parce qu'on peut en répartir dans une par pièce. Mettons la maison, on a, mettons, 6 pièces, on va mettre une ampoule chaque. Fait que toute la maison va être éclairée durant les pannes d'électricité. Non seulement ça, mais si, en plus, on installe ça intelligemment, on pourrait s'éclairer à journée longue gratuitement grâce à un panneau solaire qui va recharger nos batteries, qu'on va utiliser les lumières le soir, parce que le jour, c'est assez rare, on les utilise, mais ça peut arriver. À ce moment-là, le panneau solaire aide, il charge les batteries prennent la relève le soir, etc. On a déjà vu, j'ai déjà fait une présentation par rapport à ce module-là, à cet onduleur-là. Pas tout à fait le même, mais c'est le même principe. Un onduleur, ça reste un onduleur. Donc, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que l'important, si on veut de la puissance, c'est au niveau du transformateur. Si on veut doubler la puissance, il faut doubler son ampérage si on fonctionne à 12 volts. Sinon, il faut doubler son voltage. Si on veut avoir 240 volts à la place, on va prendre un transformateur qui avait un primaire de 240 volts, par exemple. Que ce soit 12, 24 ou 48 volts de sortie. Ça, c'est au niveau de notre alimentation. Chose qu'on sait, c'est que notre générateur de pulse, notre PWM ici, il est capable de fonctionner entre 3.3 volts et 30 volts DC. Donc, on peut aller jusqu'à 30 volts, là, puis on va pouvoir driver nos MOSFET. Sauf que les MOSFET, eux autres, au niveau des gates, des grilles, ils supportent jusqu'à plus ou moins 20 volts. C'est mieux de ne pas dépasser 18. Fait que, disons que si on le fait, ben, il va falloir faire un nouveau calcul des résistances de base, ou de grille, plutôt dans ce cas ici, comme dans les calculs de résistance de base pour un transistor NPN, en mode commutation, parce que c'est exactement ce que font nos 3 MOSFET sites. Ils sont en mode commutation. Les 2 premiers reçoivent une pulse en même temps, sauf que Q3, qui est au centre, va envoyer une pulse à Q2. Oups, il faut que je fasse attention à mes fils, ils se touchent. Va envoyer une pulse à Q2. Durant ce temps-là, durant qu'elle s'appulse, lui il passe, l'autre passe plus. L'un passe, l'autre passe. C'est ça qui nous fait notre tension alternative. C'est ça la base de l'onduleur. Je pense que c'est assez clair. La fabrication des onduleurs comme ça est tellement simple. Écoute, on a 4 résistances, 3 MOSFET, un transformateur. On a un petit module qui vaut à peu près 5$ là, sur Internet. Là, un petit module PWM. Ça vaut même pas la peine de se casser la tête à se faire un 555 de 60 ou 50 Hz là, avec un dot cycle ou un cycle de service à 50%. Ça va valer plus cher. Puis ça, en plus, lui, il a un display. Il est précis. Puis quand tu t'en sers pas, si tu le laisses à 60 Hz, 50% de tes cycles, quand tu le rallumes, il repart là. À 60 Hz, peut-être. Par contre, je prends pas de chance. Avant de mettre l'alimentation sur les MOSFET, je m'assure, en branchant ma batterie, que mon générateur de pulse est bien réglé à 60 ou 50 Hz, comme je veux, à 50% de dot cycle. S'il n'est pas à 50% de dot cycle, le transfert va travailler inégalement. Pas bon. Ça fait du bruit, en plus, ça fait, on l'entend. Si on monte des fréquences plus élevées
que 60 Hz, ce qui va arriver, c'est qu'on va amener de la chauffe au transformateur, parce que ça, c'est des modèles d'anciens transformateurs. C'était pas fait pour gérer des hautes fréquences, là. Fait que essayez pas de mettre 240 Hz là-dessus, là. Vous allez en faire un four à induction. Ça va cuire, tout simplement. Ceci dit, pour cette partie, on en a terminé. Je crois que tout était bien clair. On va aller voir un petit peu au niveau du schéma, comment est-ce qu'il est dessiné. On va le redessiner pour vous montrer comment est-ce que c'est simple à développer une application comme ça. Nous voilà à la dernière partie de cette présentation. Nous allons rejoindre le simulateur Multisim 14 pour la simulation de notre schéma. On avait déjà vu le long et en large les composantes. Je voulais préciser ici, bon, on utilise IRFP 260N comme MOSFET Channel N, parce que c'est un MOSFET qu'on utilise beaucoup. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup parce que c'est comme un MOSFET tout usage. Il est capable de supporter entre le drain et la source jusqu'à 200 volts. Lorsqu'il est en commutation à on, c'est-à-dire passant, il offre une résistance de 0,04 ohms, ce qui est très bien. Et il supporte comme ampérage 50 ampères sur le drain. On a notre transformateur. Comme moi je l'ai dit, si vous êtes en Europe, vous allez chercher plutôt une alimentation plutôt que 117 volts, quelque chose autour de 230 volts. Et à 50 SIC en Europe et 60 SIC en Amérique. Notre générateur de puces, on en a parlé de long en large. J'ai redessiné le schéma pour que ce soit plus simple, plus clair, mais aussi voir une dernière fois une simulation avec. Donc, je vais démarrer la simulation. Allège, présentement sans charge. On consomme 0,06 ampères. 700 milliwatts à peu près. C'est très peu, ça consomme très peu. Si je prends par exemple une ampoule LED ou de type Cobb à 8 watts qui éclaire entre 40 et 60 watts sur 120 volts, on a une consommation d'ampérage de 0,06, 69, mettons 7, et légèrement un peu plus, vu la consommation du circuit du transformateur sur l'ampérage de notre batterie. On utilise actuellement 9 watts pour diffuser 8,64 watts sur une ampoule. Si je passe maintenant à une configuration comme si on avait 6 ampoules de 8 watts, donc 48 watts de consommation, on a en réalité 50,9, presque 51 watts de consommation. Le transformateur, c'est un 12 volts 5 ampères, donc il supporte jusqu'à 60 watts maximum. Donc en jouant autour de 50, pas de problème. La consommation au niveau des... si on regarde au niveau des MOSFET, c'est vraiment minime. On ne tire même pas un watt. Là. Donc, sans heatsink, ça fonctionnerait sans problème parce qu'ils sont capables d'en prendre en masse. Mais visser au fond du boîtier, c'est parfait comme dissipateur de chaleur. Lui, c'est celui qui va consommer le moins. Donc, c'est pas un appareil qui consomme beaucoup. Il diffuse pas beaucoup non plus. Par contre, si on voulait doubler le wattage, bon, on changerait le transformateur, on mettrait un 10 ampères par exemple, plutôt qu'un 5 ampères. Actuellement, avec un 5 ampères, avec une consommation dans la norme, on consomme 4,35 ampères. 4,35 ampères en moyenne du son. Donc, avec une batterie 12 volts de 40 ampères, on aurait une autonomie de 10 heures. Avec une 100 ampères, je vous laisse faire le calcul. C'est aussi simple que ça. Là, bon, on a le générateur de puces qui actuellement il est réglé à 60 Hz de dotting cycle. Le scope qui nous présente les puces. Des puces de 12 volts, étant donné qu'on l'alimente, le générateur de pulses en 12 volts, on a des pulses avec des crêtes de 12 volts positives. Et notre alimentation à la sortie du transfo, au point de test L1 et L0, on a notre 120 volts alternatif. Si on avait un transformateur de 240, ben là, on aurait 240 à la place. J'ai redessiné ce schéma sur EasyIDEA. C'est ce qu'on va aller voir.
On va se zoomer un peu, on va réduire le projet. Bon. Donc, on a nos 3 MOSFET, nos 3 résistances de 100 ohms reliées à chacune des grilles ou gates de chacun des MOSFET. La source est reliée au point commun. Ici, on a un connecteur à 4 bornes pour brancher notre PWM. Les connecteurs, c'est assez facultatif parce qu'on peut souder les fils directement sur le board. Je recommande quand même, au niveau de la batterie, de mettre un connecteur. Ici, j'ai prévu aussi un connecteur à deux positions, comme pour la batterie, pour brancher un interrupteur. On a un support de fusible. Le fusible, on va jouer entre 5 et 6 ampères. Ici, au niveau du branchement du transformateur, au niveau du côté qui devient, dans le fond, notre primaire, vu qu'on l'inverse. Donc, on a notre centre-tape et nos deux bobines de 12 volts. Facultatif, on peut souder les fils directement sur le board aussi. Au niveau du board, du PC board, c'est ça que ça va nous donner. On va tasser un petit peu, là, pour centrer l'image. Donc, on a notre connexion pour notre transformateur, notre bloc connecteur pour le PWM, la batterie, l'interrupteur, notre support de fusible, notre résistance de 3, ici j'ai mis une résistance de 3 watts, plus facile à trouver pour une 300 ohms, et nos 3 résistances R1, R3 et R4 de 100 ohms, 1 quart de watt, et les emplacements pour souder nos MOSFET. On les met sur le bord pour pouvoir les relier à un heatsink ou au fond du boîtier. Ça fait pareil, en autant qu'on mette des isolants électriques et thermiques entre le transistor et le boîtier métallique, parce que le drain, c'est la surface métallique derrière le MOSFET. Donc, on ne veut pas qu'ils soient en contact ensemble, ça va court-circuiter la patente. Bon, on va faire une vue 2D pour ça. Fait que la vue du dessus, une fois notre circuit va être fait, et le dessous, une vue 3D peut-être. Bien entendu, EasyLira est en plein développement pour l'apparence des composantes 3D. Donc, c'est pas encore parfait, là, mais ça s'en vient, ça se développe de plus en plus. Les composantes sont de plus en plus disponibles. Ça va prendre un certain temps, c'est tout nouveau quand même, c'est une nouvelle option qu'on puisse voir notre board avec les composantes en 3D. On va voir le dessous du circuit. Oups, ça s'habitue un petit peu à le manœuvrer. Donc, c'est ce que ça va nous donner. Fait que nos MOSFET, c'est des TO247. On arrive sur le bord assez pour pouvoir brancher des refroidisseurs ou le visser dans le fond du module. Connecteur pour l'interrupteur, connecteur pour la batterie, connecteur pour le PWM. Et ici, on peut prendre aussi un connecteur à 3 positions qu'on pourrait mettre là aussi, mais on peut souder aussi des fils directement sur le board. Même chose pour le PWM, même chose pour la switch. Pour la batterie, je recommande un connecteur comme ça nous assure un meilleur contact. Mais aussi, on pourrait souder des fils directement sur le board. Fait que voilà, je termine ici avec cette présentation de ce mini onduleur, ou communément aussi appelé AC to DC Converter, un convertisseur de courant continu en courant alternatif. Ce modèle ici, c'est un 60 watts maximum, donc on va le driver autour de 50 watts et on va l'avoir pour longtemps. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, je vous invite à le partager, je vous invite aussi à nous laisser des commentaires, poser des questions si vous avez besoin, et surtout, cliquez sur j'aime. Ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition de Easy Weekend Projects. Merci et au revoir.